1000, 2500, 3000 euros par mois. Bah maintenant, les gens, c'est plus trop ça le plan de carrière. Ils sont bizarres ces gens-là. Comment tu peux avoir envie d'avoir un métier? Ouais. Je voulais créer de l'argent, tu vois. Là où au début, je voulais juste gagner de l'argent, en fait. Je me suis dit, bah en fait, si je me concentre sur ce que j'apporte aux gens. Ouais. Bro Car Custom. Bro, comme browser. Car, comme voiture. Et custom, comme Pimp My Ride. Tu te dis, attends, j'ai 24 ans, jusqu'à mes 60 piges et quelques, 60 ans et quelques, je vais travailler dans une boîte ou travailler dans des boîtes comme si je suis pas capable, moi, de créer quelque chose. De toute façon, c'est Walligan comme d'habitude. Moi, je rentre comme ça dans le freestyle. Tu lui dis quand ça tourne? Let's go. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le Meeting. Et oui, aujourd'hui, vous voyez nos faces. J'espère que vous allez bien parce qu'on a toujours monsieur Pape Farah Sissoko avec nous. J'ai toujours voulu faire une entrée de star comme ça. Au montage, on mettra les confettis, t'inquiète. Ouais, les ballons comme sur Teams. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout se passe bien de votre côté. Comme d'hab, on espère que vous êtes collés, serrés, sucrés dans les transports ou dans les bouchons. Exactement. Que vous galérez bien et que pour faire passer ce temps désagréable, vous vous dites tiens, on va écouter Mathieu et Farah du podcast Le Meeting. Un petit épisode tranquillou bilou pour faire passer le mauvais moment. Exactement. Sujet assez intéressant aujourd'hui. Moi, je suis très content là de attends, là. Pause. On est filmé. C'est vrai. Que vous alliez sur YouTube. Voilà, sur YouTube, que vous vous abonnez à la chaîne, que vous mettez un petit like, que vous mettez un petit commentaire en mode ouais, ils sont beaux gosses. Je sais pas, franchement, c'est la première fois que je les vois en dehors de la photo. Quel éclabousement. Non, c'est comme ça qu'on dit? Ça se dit. Ouais, ça se dit. Pour nous, voilà. Ça se dit. Donc ouais, petite parenthèse pour ce premier exercice. Premier exercice, donc on est assez content. Et ouais, on va voir ce que ça donne. On attend vos retours, tout simplement. Ouais, donc grave. Là, tu peux lancer le sujet. Mais avant le sujet, il faut faire la dédicace. À celui qui nous permet. La case dédiée. Celui qui nous permet aujourd'hui d'être filmé. Il faut. Au petit reveton. Au petit refrain. Donc ouais, exactement. Aujourd'hui, on est capté, on est filmé, on a tout ce qu'il faut. Il y a le matos, il a ramené son matos, son expérience, ses 10 doigts. Et voilà, maintenant, on va essayer de capter tous nos futurs podcasts. Ouais. Et ça va être stylé, ça va être lourd. On vous mettra les crédits, on mettra les contacts, etc. Franchement, il est pas cher. Ouais, franchement... Bref, 3 petits points. Go pour le sujet du jour. Le sujet du jour. Ouais. Exactement. On s'est dit quel sujet on allait pouvoir aborder aujourd'hui. Première fois qu'on va capter un peu le podcast. Quel sujet on pourrait aborder. Ouais. Et on a eu l'idée de parler d'entrepreneuriat. Mais surtout, pourquoi l'entrepreneuriat? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que toi, Farah ou moi, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, alors que on aurait pu avoir 36 000 autres options. Ouais. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, ça s'est popularisé. Aujourd'hui, c'est un peu devenu un effet de mode où les gens ils se disaient, moi, je veux faire un bac+5 ou je veux faire de grandes études pour gagner au moins 2000, 2500, 3000 euros par mois. Maintenant, les gens... c'est plus trop ça le plan de carrière. Il y a de plus en plus de personnes qui arrêtent l'école pour se lancer dans le e-commerce ou je sais pas quoi, ou faire une carrière sur Instagram. Peu importe, tu vois, c'est totalement différent. C'est clair. Nous, à notre époque, c'était pas pareil. Il y avait ce qu'on appelait la voie royale. Exactement. Les études. Il faut que tu aies ton brevet, il faut que tu aies ton bac, il faut que tu aies ton bac +2, il faut que tu aies ton bac +3, il faut que tu aies ton master. Vas-y, à partir du master... c'est bon, tu vois, normalement, on te laisse un peu tranquille, tu vois. Mais ouais, c'était pas le même monde, c'est pas la même époque, il y a pas les mêmes... Ouais, déjà, selon toi, c'est dû à quoi, ça, ce petit changement-là? J'ai un peu commencé à donner mon avis, mais j'ai envie d'avoir ton avis avant. Ouais, parlons du changement. Pour moi, honnêtement, pour moi, c'est le Covid. Ok. Pour moi, c'est le Covid. En tout cas, j'ai vraiment vu la scission entre l'avant-Covid et l'après-Covid. Ok. Pour moi qui était déjà dans l'entrepreneuriat avant et après, j'ai vu totalement la différence. Ouais. Tu vois.
le Covid, ça a montré à toutes les personnes qui pensaient que le CDI, c'était la sécurité et qu'il pouvait rien m'arriver derrière un CDI, qu'en fait, il peut y avoir une pandémie mondiale et vas-y, tu restes chez toi, les entreprises elles coulent, tu te rends compte que en fait, t'es pas heureux chez toi parce que la personne avec qui tu vis et même les enfants que t'as mis sur terre, en fait, tu les aimes pas. Ouais, c'est clair. Tu te rends compte que ta vie, elle est pas ouf, tu vois. Et les gens se sont rendus compte qu'ils passaient à côté de ce qu'ils voulaient vraiment, tu vois. Ouais, clairement, et donc ça a réveillé des vocations, ça a réveillé des choses en eux qui étaient profondes, tu vois. Donc il y a déjà ce sujet-là. Et aussi, et surtout même, en fait, tous ceux qui avaient un business en ligne, qui disaient, eh ouais les cocos, on avait raison. Tu vois, et qu'on commençait à bombarder, et j'en faisais partie aussi. À l'époque, j'avais une entreprise et je faisais également en parallèle du MLM. Et donc, j'allais voir toutes ces personnes-là qui avaient perdu leur boulot, qui avaient plus de source de revenus, qui se disaient, ok, maintenant je me rends compte que c'est difficile, etc., etc. Et je leur dis, voilà ce qu'il existe d'autre. Il y a du MLM, tu peux lancer ta boîte, tu peux lancer ci, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et c'est aussi sur cette phase-là que nous on est passé en mode mentoring. Donc on mentorait aussi beaucoup de gens. Et en fait, on a eu une demande qui a été exponentielle, tu vois, mais réellement exponentielle. Et donc moi, c'est vraiment à partir du Covid, je pense qu'en France, il y a quelque chose qui s'est passé et tout le monde s'est dit en fait, l'entrepreneuriat, c'est kiff avec la fameuse voie royale dont tu parlais, donc faire de longues études, tu vois. Pour moi, c'est ça. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant et je suis plutôt d'accord pour le coup. Maintenant, je vais quand même remonter un peu plus haut, plus loin plutôt, parce que je pense aussi que certes, le Covid a été un accélérateur incroyable de l'entrepreneuriat, il n'y a pas photo et je suis à 1000% d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que ça remonte quand même à un peu avant. Ah ouais, vas-y. Ouais, je sais pas pourquoi, mais moi, c'est pas à partir du Covid où j'ai commencé à voir les gens rentrer dans l'entrepreneuriat. Même avant ça, j'ai l'impression que les gens faisaient déjà quand même de l'entrepreneuriat, ils entreprenaient, ils lançaient quand même des business et autres. Pas autant qu'à cause du Covid, ça, il n'y a pas de sujet. Mais même avant, j'ai l'impression qu'il y avait quand même un petit... on parlait de l'entrepreneuriat, tu vois. La majeure partie des gens, parce que pour le coup, j'expliquerai un peu après mon parcours, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà. Mais moi, j'ai suivi un peu cette fameuse voie royale, tu vois. Et en étant salarié, je voyais les gens dire, moi, tu sais, ce petit sentiment qui est un peu en beaucoup de personnes. J'en ai marre de travailler pour un patron, je veux travailler pour moi-même. Tu vois. Et je pense que ça a été accentué, ou du moins les gens ont vraiment franchi le cap à partir du Covid, mais il y en avait déjà qui le faisaient avant, tu vois. J'ai ce sentiment-là, et que ce soit dans n'importe quelle sphère, ou n'importe quel sujet, ou n'importe quel domaine, parce que t'as des entrepreneurs qui vendent des tiramisu, t'as des entrepreneurs qui vendent des formations, t'as des entrepreneurs qui vendent, comme tu l'as dit, qui font du e-commerce. Donc, on peut parler de Shopify ou autre, tu vois. Donc, ça s'est multiplié. Et j'ai l'impression que c'est surtout une conséquence de la défaillance du système. Et les gens le voient de plus en plus, en fait. C'est de plus en plus marqué. Comme tu l'as dit, le Covid, ça a été un accélérateur. Parce qu'effectivement, les gens se sont retrouvés un peu... face à leurs démons, tu vois. Comme tu l'as dit, il y a des gens, ils vivent mariés depuis 5-10 ans, et le fait de se retrouver H24 avec sa femme et ses enfants, ils vrillent, et ça finit en divorce et autres, tu vois. Comme il y en a qui avaient un boulot assez stable, et qui, du jour au lendemain, se retrouvent au chômage partiel, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. Chômage partiel, pour une partie d'entre eux, tu touchais même pas la plénitude de ton chômage, c'est-à-dire tu touchais même pas ce que tu touchais salaire. En étant de ton salaire, tu touchais même pas ce que tu étais censé toucher, mais moins, parce que ça fait moins d'un an que t'es dans la boîte ou nanani, bref, il y avait des règles comme ça. Et en fait, tu te dis, putain, si j'avais monté le truc auquel je pense depuis un petit moment, ou le truc que je vois depuis un petit moment en étant persuadé que ça va fonctionner, mais j'en serais peut-être pas là, tu vois. Et pour moi, le Covid a accéléré ça. Mais ça n'a pas déclenché ou créé la pensée première de se dire, un de ces quatre, je ferai de l'entrepreneuriat, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Ou j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat d'ici là. Je te rejoins. En gros, c'est limite, il y avait tous ces formateurs de e-commerce, ou toutes ces personnes-là qui étaient indépendants, qui parlaient de leur activité sur les réseaux, avant le Covid. Il y avait toutes ces personnes-là qui ont toujours eu envie, ou toujours imaginé se lancer, mais
a dit c'est fait pour les escrocs, c'est du système capitaliste, et c'est ceci, c'est cela, on sait pas. Mais en vrai, le Covid, ça a été leur élément déclencheur, quoi. Exactement. Ils se sont dit, ah ouais, en fait, c'est la merde. Ouais, en fait, tous ceux sur les réseaux sociaux, ils avaient raison. Et en fait, faut que j'y aille, faut que je saisisse ma chance, parce qu'en fait, la vie, elle va pas m'attendre, quoi. Je pense. Ouais, je pense et la vie peut s'arrêter à n'importe quel moment et je peux regretter de ne pas avoir testé telle ou telle chose, tu vois, et d'avoir fait, grosso modo, métro, boulot, dodo pendant toute ma vie jusqu'à mourir du Covid, quoi. Ouais. Donc, je pense que, ouais, ça a été, parlons du Covid. Ouais. Moi, dans ma vie à ce moment-là, qu'est-ce que je faisais? T'étais pas à la plateforme du bâtiment? J'étais à la plateforme du bâtiment. J'étais responsable secteur à la plateforme du bâtiment. Comme on était identifié comme étant un commerce essentiel, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, on était ouvert. Ouais. Avec des restrictions, hein. Par exemple, les clients n'avaient pas le droit de rentrer dans le magasin. On était passé en total service drive. Ouais. Donc c'était de la commande, on préparait, on donnait. Bref, c'était un truc de ouf. Vous étiez resté 100% de l'effectif ou c'était effectif réduit? Non, on était à 100% de l'effectif. Ok. Sauf les personnes malades ou autres, tu vois. Et il y avait même des personnes d'autres dépôts qui venaient nous donner des coups de main. Ah ouais, ok. Ouais, c'était un truc de fou. C'était un truc. C'était une expérience particulière. Petite parenthèse, j'ai beaucoup aimé cette expérience-là parce que on était dans la totale adaptation quotidienne, voire heure par heure, tu vois. Ouais. Il fallait changer, trouver la bonne méthode, etc. Et franchement, on a plutôt bien fonctionné. C'était une expérience à vivre, hein. Tu sais, nous on avait les visières, on avait le masque, on avait les gants, parce que tu vois, on savait pas c'était quoi, tu vois. Oui. On avait la totale, on devait préparer des commandes, les donner comme ça, tu sais, du bout de la main au gars. Ouais, tiens, on s'est pas touché. Tu vois. Donc c'était un délire. Et d'ailleurs, salutations à cette belle équipe que j'ai connue à la plateforme du bâtiment de Villemomble. Donc salutations du directeur à toute l'équipe, que ce soit les encadrants et les collaborateurs classiques, parce que ça a été vraiment une belle expérience. Et en même temps, je referme ma parenthèse, j'étais aussi entrepreneur. Ok. Parce que quelques temps avant ça, avec mon associé et mon ami de très très longue date, MHD Wayfarer, Mahmoud Ibrahim Cess, de son prénom et de son nom. Donc, il avait eu l'idée de créer avec sa femme une activité qui s'appelle le cleaner, qui est une activité qui tourne toujours. Et je me suis un peu associé avec lui sur cette activité-là. Et l'activité, c'était de nettoyer les canapés, tapis, moquettes, matelas à domicile. Ok. Donc, c'était un peu l'essor de, tu sais, je viens chez toi, j'ai ma machine, injecteur, extracteur, je nettoie ton canapé, je te dis, regarde, c'est tout beau. Ouais. Et les gens kiffaient, tu vois. Ouais, bah oui, attends, Covid, les germes. Ah, juste avant le Covid. Juste avant, le Covid. Genre, c'était, allez, 4-5 mois avant le Covid. Ok. Un truc comme ça. Moi, je sais que le Covid, ça a bien démarré. Je me rappelle bien parce que moi, à l'époque, j'étais à Houston et je reçois des messages, des trucs, les gens qui parlent de Covid, de maladies, de Chinois, de pangolins. Ouais. Il se passe quoi en France? C'était mélangé, hein. C'était mélangé. Moi, je dis, vas-y, moi, je suis à Houston, je m'en bats les steaks. J'ai été, voir un match de basket là-bas. J'ai kiffé ma life. Je dis, je sais pas ce qui se passe là-bas. Donc, je sais que c'était mars 2020. Ouais. Donc, c'était probablement c'est là avant. que ça comme enfin c'est là qu'ils ont annoncé officiellement les mesures entre guillemets qu'ils ont mis en place les mesures, mais je crois que ça a été un peu détecté en mode décembre, tu vois. Ok, d'accord. Et nous on avait commencé j'ai envie de te dire en juillet, août, septembre dans ces eaux-là, tu vois. 2019. Donc quand on a commencé Covid, nous c'est même pas ce que c'est, tu vois. Là. Okay. Le Covid arrive. Chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que les gens, ils se disent quoi? Je vais nettoyer, je vais désinfecter. Et nous aussi, on a joué sur ça. On a dit, ouais, bactéries, 99% des bactéries, dont le Covid-19. Donc, on allait en combinaison chez les gens et tout. On nettoyait leur canapé, leur matelas, leur nanani, leur nanana. Donc, c'était une expérience assez folle aussi. Et pour le coup, ça rejoint un peu ce que je disais, dans le sens où l'entrepreneuriat, on l'a fait avant le Covid. Ouais. Mais le Covid a accentué cette
cette force entrepreneuriale, tu vois, ça, limite à ce moment-là, quand on explosait de partout, avec mon associé, on se disait, ça y est, on a trouvé le truc, tu vois. Ouais. On a le truc, on va le développer, on va faire de l'oseille à mort et salut le salariat, tu vois. Ouais. On sera libre, tel ou tel jour, on va aller là où on veut pas bosser et on bosse pas. Bref, on sera bien, quoi. Ouais. Et toi, par exemple, de ton côté, comment ça s'est passé l'entrepreneuriat? Parce que toi, tu as commencé bientôt. Ça fait longtemps que tu fais de l'entrepreneuriat. Ouais. Moi, ça fait... En fait, j'ai toujours voulu entreprendre. J'ai toujours voulu entreprendre, j'ai toujours voulu me lancer et lancer quelque chose, tu vois. Ouais, je vois. Ça vient de base du fait que à la maison, c'était la merde. Ouais. Y a pas d'oseille. Et je me suis dit, ok, comment on peut gagner de l'argent, tu vois? Okay, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se fait? Et ce qu'on voyait à la télé avec mes refrains, c'était les gens qui avaient comment on appelle ça? Tu sais, qu'ils avaient de l'immobilier, qui avaient des grands immeubles, des trucs, tu vois. Et donc c'est parti de là. Et on s'est dit, ok, on va faire de l'immobilier, on va acheter des biens. Et en fait, on faisait que se renseigner sur comment gagner de l'argent, comment créer de l'argent, tu vois. Je savais qu'il me fallait un plan de secours, donc je me dis, vas-y, je vais choper un bac plus 2 minimum et après je me tire. Et en fait, on testait. On testait, on regardait, on se renseignait. Et la première boîte que j'ai lancée, j'avais 16-17 ans. Enfin, je l'ai pas vraiment lancé, mais en gros, c'était une activité où en fait, je réparais les téléphones. Ouais. Donc, mon téléphone, il était pété. Je voulais le réparer. J'ai regardé des tutos sur internet. J'ai vu que c'était assez simple. Et boum, c'était parti. J'ai réparé ceux de mes refraits. Je prenais ceux de mes poches, je les réparais. Un jour, ma mère m'a même acheté un petit boîtier avec plein de petits tournevis. Ouais, les petits tournevis, tout ça, etc. Les micro-tournevis. Exactement. Et donc, c'est parti comme ça. Bon, après, ça me saoulait un petit peu parce que les téléphones, ils prenaient en gamme et c'était de plus en plus compliqué. Et après, je me suis dit, bon, vas-y, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie en plus. Ouais, bien sûr. C'était hyper relou. Et après, à mes 18 ans, je me suis dit, ok, je vais lancer une vraie boîte. C'était tout le début, on commençait à parler d'auto-entreprise, tout ça, etc. D'accord. Et donc, je me dis, vas-y, je vais lancer ça comme ça. À l'époque, c'est sur un papier Cerfa que tu devais imprimer. Ouais, et tu remplis à la main. C'était il y a combien d'années à peu près, ça? J'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30. Ouais. C'était il y a 12 ans. Pour te faciliter le calcul. Non, c'est un truc de ouf. Ouais. J'aurais pu te dire, c'est il y a 5 ans, mec. C'est un truc de malade. Il y a 12 ans, tu te rends compte? Il y a 12 ans. Il y a 12 années. Il y a 12 ans. Pense à quelqu'un qui a à peu près 12 ans. Mon petit frère. Il était pas là. Tu vois? C'est un truc de fou, hein? C'est un truc de fou. Mais c'est trop marrant parce qu'en plus, derrière la caméra, il y a la personne avec qui j'ai lancé cette première boîte. Je sais pas si tu te rappelles. Brocar Custom. Répète. Brocar Custom. Bro, comme brother. Car, comme voiture. Et custom. Comme Pimp My Ride. West Coast Custom. C'est ça. Okay. C'est clairement ça. Et genre, on faisait du tuning de voiture. On avait commencé sur ma Citroën Saxo. Donc, on a fait la peinture, on a mis de la sono, on a mis des jantes, on a rajouté des bandelets, des taux un peu partout, des néons et tout. C'était trop cool. On avait fait, je sais plus si t'avais ta voiture à l'époque, et on l'avait modifiée, je sais plus. Ouais, c'était un peu après. On avait fait des flyers, on avait fait des cartes de visite et tout. Je me rappelle, j'avais à peu près 2000 balles de côté et j'avais tout investi dedans, tu vois, pour modifier ma voiture et faire des flyers. Et puis on se faisait on se baladait dans Villetaneuse, Saint-Denis, on mettait des flyers sur les voitures, clac et tout. Bon, on a vite remarqué que les flyers, c'était pas trop ça. Et on m'appelle, rien du tout. Ça avait floppé. Je m'étais déplacé à Rennes. J'ai un frère qui habite là-bas. Et je lui dis, vas-y, il faut que je modifie d'autres voitures pour que je prenne des photos et tout. J'ai dit, vas-y, je t'ajoute 2-3 trucs sur ta voiture. Il m'a dit, vas-y, go. Go, va aller là. C'est une Mégane, la nouvelle Mégane. La nouvelle Renault Mégane. J'ouvre son capot, mec. C'est là que je vois que je suis incompétent. Je comprends rien à ce qu'il y a sous le capot. Je vais rajouter des bandelettes dans ses phares, je vais rajouter d'autres trucs en dessous de sa Cova, je vais rajouter des LED dans ses portières. Je me dis, si j'ouvre ça, je saurais jamais le refermer. Et là, je me suis dit, non, en fait, les voitures récentes, c'est trop compliqué. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et bon, au fur et à mesure, ça s'est un peu essoufflé vu qu'il n'y avait pas de clients, il n'y avait pas de trucs. Mais tu sais, zéro formation, rien du tout. Ouais, bien sûr.
pour revenir au sujet de base, moi, c'est vraiment venu du fait que je voulais créer de l'argent, tu vois. Je voulais ne pas dépendre, surtout que je postulais Burger King, non, il n'y avait pas Burger King à l'époque, Quick, je postulais McDo, je postulais partout, même, tu sais, les Nike, les Go Sport, tu sais, quand tu tournais avec tes potes, bien sûr, et on allait un à un et tout, sans commercial et tout, tous mes potes étaient pris, moi, j'étais jamais pris. Je reprenais leur CV, j'étais jamais pris, même pas un entretien, rien du tout, mec. C'est abusé. Et je me dis, vas-y, il me reste que l'entrepreneur, tu vois. Quel tuning, merde. Quel tuning. Je vais faire que comme Exhibit. Je te jure. Et ouais, non, il y a rien qui prenait. Bon, j'avais quand même réussi à donner des cours de gym. Je donnais des cours de gym. Je gagnais entre 300 et 500 balles gymnastique acrobatique. Mais voilà, je voulais gagner un peu plus. Je voulais générer et aller plus gros, aller plus loin. Et donc voilà, c'était vraiment cette volonté de ok, bah, je crée de la richesse par rapport à mes connaissances, par rapport à ce que je sais faire, par rapport à ce que j'ai de l'appétence et que les gens pourraient rechercher. Moi, tu vois, de base, de par l'enfance que j'ai vécue, j'ai jamais imaginé faire carrière, tu vois. Donc, limite, en fait, ça a toujours été en moi. Tu vois, ça a toujours été, pour moi, c'était ma voie royale. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Aller choper un maximum d'informations et d'expérience à l'école, prendre une petite expérience professionnelle, avoir un petit bac plus 2, etc. pour pouvoir lancer ma boîte avec le plus de bases possible. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, c'est intéressant. Parce que toi, du coup, c'est sorti d'où, toi? Ah, ouais, c'est une bonne question. Parce qu'en même temps que tu étais en train de répondre, j'essayais de réfléchir à d'où est-ce que c'est sorti un peu l'entrepreneuriat. En vrai, c'est assez simple. J'ai suivi la fameuse voie royale. Donc moi j'ai étudié, je suis parti à l'école, j'ai eu jusqu'au master, j'ai eu mon master en management. Et parallèlement à ça, j'ai un peu le même trait dans le sens où je me suis toujours dit que j'étais capable de créer un truc qui fonctionnerait, qui me rapporterait assez d'argent et qui aiderait assez les gens. Et qui me ferait vivre tout simplement, tu vois. Donc en fait, pour moi, je suivais la voie classique parce que j'en avais les capacités et que ça me diminuait en rien. Au contraire, tu vois, j'aimais bien être avec les gens. Moi, l'école, je l'ai toujours vu comme quelque chose de très social, tu vois. T'es avec les gens, tu rigoles avec les gens, tu passes un bon moment ou pas, ça dépend des gens. Moi, je passais des bons moments en tout cas avec les gens de ma classe et autres. Et après, je rentrais chez moi. En fait, c'était centre de loisirs, mais vas-y, des fois, il fallait faire des travaux, des devoirs et tout. Relou. Mais sinon, à part ça, moi, je l'ai toujours vécu vraiment en mode, je vais voir des potes à moi en classe, tu vois. Je vais voir des potes à moi, je m'assois, il y a des gens qui parlent, des fois, ça va me plaire, des fois, ça va m'intéresser, des fois, non. Donc, je me suis dit, tant que je réussis l'école, je continue. Moi, mes parents, et notamment mon père, il m'a toujours dit que c'était important l'école. Sans pour autant le rabâcher comme on pourrait en avoir l'image, parce que c'est faux. Il me l'a pas rabâché. Et si à une certaine époque je lui avais fait comprendre qu'il m'aurait suivi, il aurait dit ok, tu vois. Mais c'est vrai qu'il m'a toujours dit voilà, il faut au moins que tu aies ton bac. Bon, maintenant que tu as ton bac, le bac tout seul, ça sert pas à grand chose, donc aie au moins ton bac plus 2. Et après, il m'a plus jamais rien dit. Tu vois. À partir du bac plus 2, il m'a jamais dit ouais, il faut que tu aies ton bac plus 3. Il m'a dit ouais, c'est bien si tu l'as. Si tu l'as, c'est bien. Si tu l'as pas, tu l'as pas. Tu vois, c'est la vie. Donc j'ai eu ma licence et mon master. Mais comme je te l'ai dit, l'entrepreneuriat, il est venu assez tôt parce que au même titre où je me voyais pas faire carrière de manière sûre parce que j'avais pas d'envie particulière. Je me suis jamais dit je vais faire ça de ma vie. Oui, je veux être manager. Je suis manager parce que j'ai vu que ça va, j'aimais bien ça en le faisant, que j'avais des compétences pour et que je réussissais à le faire. Et que j'étais reconnu pour bien le faire, tu vois. Donc je me suis dit bon, tant qu'à faire, je fais un truc plutôt bien, vas-y go, tu vois. Donc je continue sur cette voie-là. En plus j'aime bien le relationnel, discuter avec les gens, j'aime bien, tu vois. Donc je me suis dit je vais aller sur cette voie-là. Mais en vrai de vrai, je me suis toujours dit, je me vois pas, tu sais. T'as 20, je suis sorti du bac plus 5, j'avais quoi, 22 ou 20, je sais plus. J'avais une vingtaine d'années, 23 ans, un truc comme ça, ou 24 ans, je sais plus. Et tu te dis, attends, j'ai 24 ans, jusqu'à mes 60 piges et quelques, 60 ans et quelques, je vais travailler dans une boîte ou travailler dans des boîtes comme ça, je suis pas capable, moi, de créer quelque chose. Je me suis dit, je suis capable. Donc, pour l'instant, je vais rouler ma bosse. Et le jour où j'aurai trouvé le truc,
je le ferai, tu vois. Ouais, ok. Et au préalable, je me suis dit, je vais m'entraîner avec les choses que je trouve pertinentes, que je vais monter, que je vais faire avec des associés ou pas, jusqu'à trouver la boîte, tu vois. Ouais. L'enjeu et le truc à faire qui va me faire réussir à coup sûr et aider les gens, tu vois. Mais c'est à partir de quand que tu t'es dit, je vais pas faire toute une carrière dans le salariat, grosso modo, tu vois. Ouais. Parce que tu l'as déjà dit dans le podcast, Ouais. c'était pas filmé, tu l'as déjà dit. Sérieux? Non, tu as déjà dit que ta toute première idée de boîte, Oui. c'était 6 socks. Les 6 socks, mec. Ok, j'ai compris ta question. Tu vois ce que je veux dire? Ta Donc, question est plus précise. déjà, l'idée elle a été suffisamment mûre pour que tu trouves le nom de la marque. Je vais t'expliquer. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le moment promo, les 6 socks. Les gars, en précommande, ça va arriver. Je vous montre ma chaussette. Bientôt, les gars. Ce sont des paires de chaussettes sportives. Si je dis pas de bêtises. Sportives. Paires de chaussettes sportives. Mais il pour y les sportifs. a une collection prévue pour monsieur et madame tout le monde. Ah, ça va arriver fort. Exactement. Donc c'était ta toute première idée. Tu C'est vois. Et ça donc, date. T'as trouvé le nom de marque par rapport à ton nom de famille. Exactement. Un jeu de style, etc. Déjà, quand est-ce que ça t'est venu cette idée-là? Qu'est-ce qui t'a empêché de te lancer tout de suite? Et tu vois, pourquoi t'as continué tes études? Je vais répondre à ta première. première question. La première question, c'est un peu comment c'est né un peu cette idée d'entreprendre, sachant que dès très tôt, tu as eu l'idée assez précise de faire quelque chose. Donc, d'où est-ce que ça vient? Ça vient du fait réel que je me suis... Tu sais, quand t'es petit, il y a la fameuse... ouais, tu veux faire quoi quand tu seras grand? Ouais. J'ai jamais su ce que je voulais faire quand je serais grand. Ouais. Mais quand je te dis jamais, genre quand j'étais petit, je me suis jamais dit je veux être docteur ou je veux être policier. Moi, je l'ai peut-être dit quand j'étais petit et que je copiais les phrases des gens. Ouais. Mais je l'ai jamais dit avec conviction et genre quand j'étais en état réellement de raisonner, jamais je me suis dit je veux faire ça dans ma vie. Mais genre jamais. Ouais. Si ce n'est, je veux créer un truc Ok. et vas-y, je sais que ça va marcher et voilà, ça va me faire vivre, tu vois. Ok. Ça, je l'ai toujours eu dans ma tête. Ok. Mais j'ai jamais eu dans le salariat ou dans un métier, genre ouais, je vais faire tel métier, tu vois. Jamais. Ouais. Et c'est pour ça, par exemple, et ça va te faire un parallèle drôle, parce qu'on était dans la même classe en seconde, et on se connaît depuis une quinzaine d'années maintenant. On était en seconde STI, sciences techniques de l'ingénieur. C'était un peu la seconde, voilà, technique, etc. Tu crées des trucs. Sciences de l'ingénieur. Seconde SI. SI, SI, c'est SI. la première après STI et ça. tout. SI, t'as raison. Donc on était en sciences de l'ingénieur et vas-y, tu crées des plaquettes. C'était un peu le truc technique, informaticien. Tu crées des trucs, des circuits électriques, tout ça. Là. Et quand j'étais un peu plus jeune, je me disais putain, c'est stylé ça, tu vois. J'aime bien, peut-être que je pourrais faire un truc de ce style-là, créer, inventer un truc, tu vois. Et au dernier moment, alors que tout allait bien, que j'avais mes notes, que je pouvais facile aller en STI et trucs, j'ai changé. Et je suis parti en ES, genre rien à voir, économique et social. Genre j'étais en sciences de l'ingénieur et je suis parti en économique et social. Mais ça reflète totalement ce que je dis, je savais pas ce que je voulais faire. J'avais pas d'envie et je voyais les gens qui savaient, eux ils savaient. Genre ouais, non, moi je veux être économiste. Moi je savais pas, gars. Moi je me suis dit, attends, ils sont bizarres ces gens-là. Comment tu peux avoir envie d'avoir un métier? Moi je vois c'est quoi un métier? Tu te lèves, tu vas au bureau et tout. Ah! Comment tu peux avoir envie d'avoir un métier? Moi c'est quelque chose que je pouvais pas concevoir. Je vois très très bien. Et donc du coup, très jeune, je me suis dit je vais inventer un truc. Je vais créer un truc, que ce soit un produit, une marque, une stratégie, un service, peu importe, mais je vais créer un truc. Et donc du coup, mon nom de famille à moi c'est Sissoko. Et donc du coup, je me suis dit putain, t'étais déjà fluent. Non, en vrai, tu sais comment c'est venu? Parce que j'aimais beaucoup la montre G-Shox. Il y avait une marque, G-Shox. Ça a bien monté maintenant. Aujourd'hui, c'est des montres. C'est des montres qui ont de la valeur aujourd'hui. Écoute, j'en avais une et je l'ai perdue, c'est dommage. J'en avais une, ça date. C'est comme les cartes Pokémon qu'on lançait, là, on envoyait contre des murs. Déjà, ils font des centaines de milliers d'euros avec ça. Je faisais des échanges. Vas-y, donne-moi tes cartes et tout, t'inquiète, on échange contre le Mewtwo. Ouais, vas-y, Mewtwo. Exact. Pour les lancer contre des murs. Je sais même pas si ça servait à quoi. Après, si ça tombait face ou pile. Je sais même pas c'était quoi les règles.
N'importe quoi. Mais bon, du coup, je me dis, bon, mon nom de famille, c'est Sissoko. Et je sais plus de quoi je parlais avec je ne sais qui. Et je crois que c'était en cours d'économie. Ouais. Et dans mes multiples bêtises que je dis souvent, là, ça n'en était pas une parce que j'avais pensé à un plan. Je me suis dit, attends, tout est marketé. Aujourd'hui, les chaussettes, c'est pas vraiment marketé. Okay. Tu vois, c'est quelqu'un, par exemple, c'est une marque de chaussures qui, en vente additionnelle ou complémentaire, va te proposer des chaussettes. Okay. Tu vois. Mais les chaussettes, bon, maintenant, c'est plus vraiment le cas. Mais à l'époque dont je te parle, c'était il y a 10-15 ans. Et je connaissais pas de marque de chaussettes connue vraiment. Ouais. Genre, et ils font que des chaussettes. Tu vois. Ouais, je vois là, tu peux aller chez Decathlon, tu vas trouver les Artengo, mais c'est Decathlon eux-mêmes qui les commercialisent. Ouais. C'est une marque interne. C'est pas une marque qui est vendue en dehors qu'à Decathlon. Ouais. Donc, je me disais, ouais, bizarre. Il y a un truc à faire dans les chaussettes. Ouais. Et après, je réfléchissais, je disais, vas-y, je vais trouver un nom à ce truc-là et tout. Sissox. Je dis, ok, Sissox et tout, tu vois. Et donc, je me suis dit, je vais vendre des paquets de 6 chaussettes. Ouais. Et comme c'est des socks en anglais, c'est des chaussettes. Donc, Sissox. En même temps, ça fait Sissoko, tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais vendre des chaussettes un peu stylées, qui sortent un peu de l'ordinaire, mais qui sont confortables, faites avec un matériel différent. Bref, tu vois, un truc comme ça. Et c'est de là qu'est venue ma première idée de boîte que je n'ai pas lancée. Hein. Du coup, c'était en économie. T'as dit que c'était en cours d'économie. Donc, c'était. C'était peut-être en première. Ouais, okay. C'était peut-être en première ou je sais pas, peut-être que je confonds, ça fait longtemps, tu vois. Donc, je sais plus si c'était en cours d'économie ou si c'était dans un cours qui a rien à voir. Peut-être c'était en troisième, j'en sais rien, tu vois. Okay. Mais je sais que j'ai eu cette idée tôt, tu vois, entre la fin du collège et le début du lycée, tu vois. Ouais. Donc, ça a été ma première idée. Derrière ça, pour enchaîner un peu, pour que vous nous connaissiez un peu plus, j'ai eu, pas celle-ci parce que c'était pas une boîte, c'est juste une idée qui se concrétisera quand j'aurai de l'argent. Et en vrai, j'ai eu la chance d'être dans 3 boîtes, dont Toltec, dont on vous parlera après. Mais la première, c'était une boîte dans l'informatique qui s'appelle ISBP, que j'ai monté à la suite de mon master avec 4 associés. On était peut-être un peu trop d'ailleurs, c'était la folie. Tu sais, tu finis ton master, on t'a appris comment créer une société, t'as appris à faire tout ce qui est un peu technique, études de marché, SWOT, Pestel, benchmark, je crois que t'es un fou, tu vois. En plus, t'as eu une bonne note, tu sais, t'as eu 17 et tout. Tu te dis, bon, vas-y, c'est bon, on sait comment on fait maintenant. Allez, on monte une boîte ensemble, on a une bête d'idée. Bon, ça a été une très mauvaise idée. Toujours en très bon contact et en très bon terme avec les gens avec qui j'ai créé cette boîte-là, mais elle n'a jamais fonctionné en vrai. Donc ça a été un échec cuisant. Il en faut. Ouais, ça a été un échec cuisant. Je vous ai parlé du cleaner qui fonctionne toujours aujourd'hui, qui tourne toujours. On a eu la chance vraiment de faire des personnes très très connues, comme Camille Lelouch, comme Léna Léna Marfouf. Maintenant, je pense qu'elle a mis son nom de famille. Ouais. Bref, on a fait des personnes connues. Je pourrais même pas te citer les autres noms, mais il y en avait vraiment pas mal. En tout cas, dans le domaine de l'influence et dans le domaine un peu de la comédie, de la musique. Ouais. Et ça nous a permis de choper tout un large panel de clients et d'avoir une clientèle assez stable. Donc, si vous voulez nettoyer vos canapés, le cleaner, donc comme son nom le dit. Et sur Snap. Oui, Snap, Insta, c'est surtout site internet. Vous prenez votre rendez-vous, Calendly, boum boum. C'est nickel. C'est carré. Et Toltec, dont on vous parlera après. On vous parlera après. Donc toi, je reprends un peu, tu nous as expliqué un peu d'où ça venait, ton idée d'entreprendre, ton envie d'entreprendre. Ouais. Et voilà, tu nous as parlé de Bro Cars Customs. Yes. Et après, t'as fait quoi après ça? T'es parti sur quoi? En fait, j'ai un peu tardé à la fermer, Bro Cars Custom. En parallèle, j'étais au lycée. J'étais au lycée. Je pense que c'est la seule boîte que j'ai lancée au lycée. En parallèle, je faisais donc les cours de gym. J'ai continué sur un bac+2. Ouais. J'ai continué sur un bac+2. J'ai fait mon bac+2. J'ai fait 6 mois de stage. Et après, j'ai eu directement une promesse d'embauche chez Bouygues. Suite à ces 6 semaines. Et donc, après, j'ai enchaîné 4 ans chez Bouygues. Ok.
4 ans chez Bouygues. Et tu faisais quoi chez Bouygues exactement? J'étais agent technique. Ok. Donc, c'est vraiment le poste qui veut tout rien dire. Ok. Grosso modo, j'étais le référent, le responsable technique sur les chantiers, sur tout ce qu'on va appeler le courant faible. Ok. Courant faible, en gros, ça va être l'éclairage, ça va être l'audiovisuel, ça va être la gestion des stores, etc. Ok. Tout ce qui est un peu... Donc en fait, c'est Bouygues Construction, Bouygues Énergie plutôt. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la boîte... Enfin, il y a Bouygues Construction, c'est une filiale de Bouygues, en fait. Donc, qui s'appelle Bouygues Énergie et Services. Ok. Et donc, nous, on intervenait pour la partie courant fort et courant faible sur les chantiers. Donc, grosso modo, c'est comme si c'était une boîte d'élec, tu vois. Ok, d'accord. Et donc, moi, j'étais en charge sur les chantiers, sur toute la partie courant faible. Et donc, ouais, je fais le siège social de Sanofi. Pas mal donc, déjà, ouais, c'est cool, beaucoup de mètres carrés, c'est social de Sanofi. Gentil. À chaque fois, j'oublie le nombre d'hectares exact, mais il y avait 3 bâtiments. Un de 7 étages, un de 8 étages, et un troisième de 3 étages. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. Et mon rôle, en fait, sur ce chantier-là, c'était de mettre en service tous les éclairages Ok. et tous les stores des 3 bâtiments. Okay. Après, il y avait la gestion de la clim, etc., etc. Il y avait un scénario d'urgence qu'il fallait programmer. Ok. Quand il y a trop de vent, en fait, tous les stores, ils doivent se baisser. Ok. Genre, c'est un système d'urgence ou je sais pas quoi, bref. Donc, ouais, c'était un chantier hyper intéressant. Donc, c'est là où je me suis le plus fait embrouiller, clasher, etc. En plus, tu connais les ambiances chantier. Ah, ça. C'est soit t'as l'air assez solide pour tenir et progresser. Et franchement, sinon, t'es dégoûté et tu tires très, très vite. Ouais. Donc là, j'ai énormément appris. À la fin, je gérais tous mes sujets, donc c'était très cool. Et après, j'ai enchaîné avec le fameux hôtel de Crillon, où j'étais responsable de la domotisation des 126 chambres et suites exceptionnelles sur l'hôtel de Crillon. Donc, domotique. L'hôtel de Crillon, il est où exactement? Sur la place Concorde. Ah, c'est le grand hôtel quand il y avait l'équipe de France qui disait c'est ça. On a perdu, mais c'est pas grave. On vous aime quand même. On vous aime quand même. Ok, c'est ça. Exactement. Donc, ouais, l'hôtel de Crillon, donc, ouais, hôtel prestigieux, palace même. Il a récupéré ses 5 étoiles depuis. Okay. Donc, ouais, très beau chantier. Et en fait, pendant ce chantier-là, je me suis rendu compte que, déjà une chose, j'avais fait un peu le tour du salariat. J'ai fait 2 chantiers et en parallèle de ces 2 chantiers-là, j'intervenais sur d'autres chantiers pour en coup de main, en renfort, pour les finaliser. J'ai vu que j'étais efficace et que j'étais bon. J'ai vu que ils étaient pas trop chauds pour me faire évoluer de poste et me faire prendre plus de responsabilités. Et moi, ça me saoule de faire tout le temps la même chose. Et en fait, entre-temps, j'avais rien lancé d'autre. J'ai pas lancé d'autres boîtes ni quoi que ce soit. Mais par contre, je me renseignais beaucoup sur la domotique. Okay. J'étais rentré 4 ans auparavant chez Bouygues pour pouvoir lancer un service domotique dans leur secteur. Bon, ça a toujours traîné. J'ai jamais pu vraiment lancer ce truc-là. Mais je me renseignais beaucoup sur la domotique. Est-ce que les gens, ils en avaient chez eux? Est-ce que les gens, ils savaient ce que c'était? À quel prix ça se vendait, etc. Tu vois, pour savoir un peu comment ça se passait sur ce sujet-là, tu vois. Et je me suis dit, ok, je vais apprendre un maximum. Je vais essayer de récupérer comment les gens ils négocient les prix, comment tu gères de l'argent sur un chantier, etc. Bien sûr. Et donc pendant ces 4 années-là, grosso modo, ça a été pas mal d'apprentissage jusqu'à la fin de mon chantier, donc à la fin du Crayon, pour lancer justement Domogear. Tu vois. Donc Domogear, société pour pouvoir installer des systèmes domotiques, donc chez le particulier et chez le professionnel, dans des hôtels. Et bon, j'ai fait aussi un peu la maintenance sur l'hôtel de Crillon, qui continue encore aujourd'hui. D'accord. Et donc là, cette volonté-là, je me suis dit, ok, au départ, en fait, j'ai voulu lancer une boîte pour pouvoir gagner de l'argent. Tu vois, je réparais les téléphones de mes potes, je veux faire du tuning pour les gens, etc. La domotique, je me suis dit, c'est grave stylé, ça peut aider les gens. Tu vois, ma maturité entrepreneuriale, elle a un peu changé. Je vois. Déjà, ça peut aider les gens, donc les gens, ils vont aller payer pour ça. Je vois. Et en fait, quand je l'ai lancé, au fur et à mesure d'échanger avec les gens, j'échangeais avec les gens, ils me disaient, ok, combien d'économies ça peut me rapporter, tu vois. Et à la fin, quand je faisais des chantiers, les gens, ils me payaient. Hein. Des fois, il y avait des chantiers à 10 000, 20 000 euros. Ils me disaient merci, alors que c'est moi qui encaissais 20 000 euros. Je vois ce que tu veux dire. Parce qu'ils allaient faire des économies sur leur maison, tu vois. Et là, je me dis, ok, c'est stylé. J'ai dit, ok, là où au début, je voulais juste gagner de l'argent, en fait. Je me suis dit, en fait, si je me concentre sur ce que j'apporte aux gens, ce qu'ils peuvent gagner, ce qu'ils peuvent bénéficier,
en fait, forcément, ils vont être contents de me payer, tu vois. Ok. Et ma boîte, elle a mûri de cette manière-là. Après, j'ai atteint un certain plafond de verre où je me dis, bon, j'arrive pas à faire assez d'argent, il me manque encore beaucoup de choses. Et surtout, en fait, la stratégie et la façon de penser est totalement différente. Ouais, Tu vois, je me dis, qu'est-ce que je peux apporter aux gens? Quels besoins ils ont, de quelle manière je peux avoir le plus d'impact aussi, tu vois. Et c'est là aussi j'ai commencé aussi à me reconnecter un peu avec ce côté impact environnemental, de quelle manière je pourrais avoir, je pourrais permettre aux gens de faire du bien à la planète, tu vois, en sachant qu'il y en a beaucoup qui s'en fichent, tu vois, donc je peux pas changer la mentalité des gens, mais avoir un impact différent. Et donc c'est comme ça qu'un peu que j'ai mûri toutes ces idées qui nous ont emmené à Toltec, tu vois. À Toltec. Rentrons dans le sujet de Toltec d'ailleurs, parce que on a eu d'autres expériences, mais je vous invite à écouter l'un des premiers podcasts, le meeting, où justement on rentre un peu plus dans le détail, même si là on est quand même rentré assez dans pas mal de détails. Mais du coup, Toltec, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, t'avais Domogir, ça marchait, qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est venu ce truc-là? Ouais. C'est vrai que au tout départ, par rapport à Domogir, je pensais que ça allait être ma dernière boîte. Je pensais que ça allait être ma dernière boîte. Et je me suis dit, ça va être ma dernière boîte jusqu'à ce que je puisse construire des maisons directement domotisées. Tu vois. Mais j'arrivais pas à la développer suffisamment. J'ai eu pendant 3 ans, j'ai ralenti l'activité pour pouvoir me former. Donc c'est là où j'ai fait un peu de MLM, c'est là où j'ai fait du mentoring, c'est là où j'ai fait beaucoup de closing aussi également. Ça m'a permis de voir en fait toute la partie commerciale, vente, marketing, présence sur les réseaux sociaux. Parce que toutes mes boîtes là que j'avais lancées là, j'avais aucune présence sur les réseaux sociaux. Je savais pas du tout l'utilité ni la puissance de se créer une communauté, tu vois. Donc j'ai appris tout ça aussi pendant ces 3 années-là. Et en fait, je suis ressorti de ces 3 années-là. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je veux faire réellement et quel impact je vais avoir. Tu vois. Il y a toujours cette envie d'aider les gens, d'avoir de l'impact dans la vie des gens et surtout d'avoir un impact environnemental. Et je me suis dit, ok, ce que je veux vraiment faire, c'est révolutionner les méthodes de construction. L'idée, c'était toujours la même quand je disais que je voulais construire des maisons, mais en fait, c'est révolutionner les méthodes de construction, la façon dont on construit pour remettre l'humain au cœur de la construction et pour que lorsqu'on le mette dedans, c'est pas comme d'habitude où t'as des réserves, t'as ça à refaire, t'as des factures électriques qui sont aberrantes, t'as des factures d'eau qui explosent, etc. Et faire en sorte qu'il arrive dans un environnement, dans son bien, chez lui, et qu'il n'ait pas à faire, comment ils appellent ça, de la cuisson passive. Tu vois, quand tu fais cuire tes pâtes et tu sais que tu dois le faire cuire 5 minutes et les 2 dernières minutes, tu coupes le feu avec la chaleur de l'eau, tu vois. Oui, c'est utile. Oui, ça fait faire des petites économies, mais c'est pas comme ça que tu vis confortablement chez toi, tu vois. C'est en gros, l'énergie, elle est déjà gérée. C'est pas ça le problème. Voilà, exactement. Et donc, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, j'ai fait énormément de recherches, etc. J'ai eu l'idée, on parlera un peu plus en détail sur un autre podcast, mais des fameux écoquartiers que je t'avais parlé au tout départ. Mais je me suis dit, avant d'attaquer là-bas, faut que j'attaque un problème urgent, faut que j'attaque un problème qui a plus de pain par rapport pour les gens. Et donc, les fameux biens énergivores, biens rénovés, les fameuses passoires thermiques. Je me suis dit, ok, quel impact aujourd'hui je peux aller chercher pour qu'ils puissent rénover ces passoires thermiques là. Nous, avec nos 2 bras, on pourra pas faire grand chose. Les artisans eux-mêmes, c'est très compliqué. Je voulais pas lancer encore une énième boîte de BTP. J'ai dit, ok, de quelle manière je peux intervenir sur ce problème là et créer de la valeur et donc créer un cercle vertueux où tout le monde s'y retrouve. Et c'est comme ça qu'on en est venu justement à Toltec, donc, qui est une solution qui capte toutes les annonces de biens à rénover et qui permet d'aider un primo-investisseur ou un investisseur plus expérimenté à trouver son bien rentable, à le rénover, à le financer et à surtout sortir son état son bien de son état de passoire thermique pour garantir sa rentabilité et ses plus-values. Exactement. Donc, ça a été bien défini. J'ai pas grand-chose à rajouter.
sur Toltec. Ça se voit que tu sais pitcher. C'est quoi, on a dit quoi? 12 ans, c'est 12 ans d'expérience. 12 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Écoute. On l'appelle le professeur. le professeur Mathieu. Non, mais c'est top. Je pense que ça a été quand même assez bien expliqué, d'où nous vient un peu cette envie d'entreprendre, pourquoi on entreprend, et comment on a pu entreprendre jusqu'à en arriver à notre entreprise qui normalement sera la première d'une très très grande histoire. Donc restez connectés. Donnez-nous vos avis, dites-nous un peu comment vous avez vous décidé ou pas encore d'entreprendre, et si par exemple vous voulez faire du salariat, pourquoi est-ce que vous voulez rester dedans? Parce qu'il n'y a pas de bien ou moins bien, chacun son chemin. Moi j'ai fait beaucoup de salariat, j'en suis sorti il n'y a même pas si longtemps que ça, et l'entrepreneuriat j'en ai fait beaucoup aussi et j'y suis toujours. Donc il y a pas de bon ou mauvais chemin. Chacun sa route, chacun son chemin, comme dirait un grand philosophe. Mais clairement, non mais clairement, dites-nous un peu en commentaire vous comment ça se passe pour vous, qu'est-ce que vous comptez faire ou non, qu'est-ce que vous pensez de cette vision-là de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous en pensez, et abonnez-vous, likez. Et écoutez aussi nos podcasts sur Spotify. Il y a intérêt, c'est des menaces. Vous avez vu mon doigt menaçant de sénégalais. Donc allez regarder ça et allez écouter ça plutôt. Et je pense qu'on peut se quitter sur ce premier épisode filmé. Yes. De nouveaux avis, de nouveaux retours sur la qualité, sur l'échange, sur la captation. On mettra toutes les infos du petit frère, de sa boîte, de son projet. Il arrive aussi avec du lourd, les gars. Là, on est bien reçus, on est bien captés, franchement, on est très très bien. C'est le premier d'une longue série. On donnera toutes les infos si vous êtes intéressés. Alors, c'était le podcast, le meeting. Merci encore et à très bientôt. See you soon.